L'Amérique peut influencer l'Europe aujourd'hui grâce à l'administration Trump. Pourquoi cela ne se produit-il pas? Écoutez, Trump et son équipe ont été clairs. L'OTAN est un sujet tabou. Les territoires doivent être discutés, car il ne s'agit pas seulement d'un morceau de terre, mais des gens qui y vivent et qui ont exprimé sans ambiguïté que leur avenir est lié à la Fédération de Russie. Et pourtant, on parle encore d'envoyer des armes là-bas. Sur ces 3 points, premièrement, Zelensky lui-même a manqué de respect à Trump à la Maison-Blanche, puis il est parti à Londres où on l'a dorloté. De retour à Kiev, il a multiplié les déclarations insolentes, rejetant le statut neutre, refusant toute discussion sur les territoires. Non, rendez-nous tout. Et que signifie « rendez-nous tout » ? Que vous avez interdit tout ce qui est russe. L'Église orthodoxe ukrainienne canonique, sœur de l'Église orthodoxe russe, les médias, l'éducation. Maintenant, un projet de loi à la Rada veut interdire de parler russe même pendant les récréations à l'école. Avant, c'était juste pendant les cours. Et quoi? Ils veulent ramener dans ce pays des citoyens qui, lors des référendums, ont simplement dit « Nous sommes Russes ». S'ils avaient tous leurs droits, ils seraient des citoyens russes d'Ukraine. Mais vous cherchez à nous exterminer, à la fois physiquement et par la législation. Dans ce contexte, l'Europe ne se contente pas de contredire l'analyse de Trump et de son équipe, pas d'autant discuter des territoires et les régler. Elle encourage aussi Zelensky à persévérer. Когда они говорят про эти силы, миротворческие или силы безопасности, речь идет о том, что, ну, как минимум, та часть, которая сейчас контролируется. Quand ils parlent de forces de paix ou de sécurité, ils veulent dire qu'au minimum, la partie contrôlée par le régime de Kiev ou celle qui le sera après un éventuel accord doit être placée sous leur contrôle, celui des Britanniques et des Français. Personne ne dit que dans le reste de l'Ukraine, qui reviendra à son giron naturel et qui y est déjà en partie, les droits des Russes et des minorités nationales, qu'ils soient linguistiques, éducatifs ou culturels, sont pleinement assurés. Mais si une partie de l'Ukraine subsiste sous une forme quelconque, et pas sous le contrôle de forces de sécurité de l'OTAN, peu importe sous quel drapeau, personne ne déclare. Nous renforcerons la démocratie là-dedans. Nous abolirons les lois russophobes qui écrasent tout ce qui est russe. Non, ils ne le disent pas. Cela signifie que ces forces de sécurité vont pérenniser un régime nazi qui interdit tout ce qui rappelle même de loin les racines russes de ce pays. Un pays qui, soit dit en passant, doit son existence aux Russes. Sergei Viktorovitch, mais alors comment négocier dans ces conditions? Poutine a dit « Oui, nous ne frappons pas les infrastructures énergétiques. Et nous ne l'avons pas fait pendant 30 jours après son échange avec Trump. Mais voilà qu'un missile touche une raffinerie sur le Kuban. On dirait un cercle vicieux. Combien de patience faut-il pour endurer cela? Les exemples sont bien plus nombreux que cela. J'ai dit que ce régime est incapable de respecter un accord. Juste après cet échange, dès le lendemain, c'est arrivé. Non seulement ils sont incapables de tenir parole, mais je pense qu'on atteint ici une nouvelle dimension chez ces personnages. Une volonté non pas juste de tromper, mais de faire ouvertement, publiquement, quelque chose de malveillant qui contredit directement ce qu'on vous a demandé et ce à quoi vous aviez consenti. Le 11 mars, à Jeddah, pour la première fois, le régime de Kiev a déclaré « Nous acceptons un cessez-le-feu de 30 jours ». Et immédiatement, ils ont retourné la faute sur la Russie. Mettez-vous d'accord tout de suite, sans condition. Et tous les Macron, Starmer, von der Leyen ont crié « Oui, oui, la balle est dans le camp de Poutine ». Alors que 3 jours plus tôt, ils disaient tous « Pas de trêve, il faut d'abord armer l'Ukraine pour qu'elle négocie en position de force ». Ils ont changé de discours en un instant dès que le vent a tourné. Mais ce même 11 mars, quand Zelensky a dit « Nous sommes prêts à une trêve, mais il faut forcer Poutine », ils ont lancé ce jour-là un nombre record de drones sur les régions centrales de la Russie. Moscou, la région de Moscou,
entre 300 et 340 drones. On n'avait jamais vu cela. Et l'Occident a tout laissé passer sans un mot. Personne n'a dit « Comment osez-vous » On vient de s'entendre, vous l'avez annoncé publiquement, et vous attendez une réponse de la Russie. Et là, 340 drones sur des cibles civiles. Notre défense antiaérienne a tenu bon, mais on observe la même chose aujourd'hui. Quand on préparait la rencontre à Riyad avec l'administration américaine, on s'était mis d'accord sur la base de l'entente entre Poutine et Trump pour envoyer nos experts, ceux des États-Unis et de la Russie. Mais visiblement, à Washington, ils sont impatients. Ils veulent fixer quelque chose rapidement. Alors, ils ont aussi invité les Ukrainiens, qui sont arrivés un jour avant et sont restés après le départ de nos experts. Entre nous, ce n'est pas un grand secret. Dans les contacts avant Riyad, on sentait que les Américains voulaient installer Ukrainiens et Russes dans des pièces voisines et jouer les navettes diplomatiques pour produire un texte commun. Mais nous leur avons expliqué, encore une fois, et c'est ce que nos présidents ont discuté, que nous avons une position limpide. Cela doit être fiable, pas de déclaration creuse. Même des documents avec des garanties, nous voulons que nos collègues américains contrôlent leur respect par le régime de Kiev. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Mais l'Europe fait tout pour saper le rôle des États-Unis dans le règlement de la crise ukrainienne. Elle ne veut pas d'un règlement basé sur l'élimination des causes profondes. L'OTAN, l'éradication des droits des Russes, l'élimination légale et physique de tout ce qui est lié à la Russie. Witkoff, Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, parle avec optimisme, disant qu'un cessez-le-feu sera atteint, d'abord en 2 semaines, maintenant en 1 mois. Partagez-vous cet optimisme? Je sais qu'on ne vous paye pas pour être optimiste. On compare souvent les traditions soviétiques, un quinquennat en 4 ans, à ce qu'on voit aujourd'hui en Occident. Après avoir rejeté l'athéisme, on disait à Pâques ou à Noël. Là, dire à Pâques, je ne m'avancerai pas trop. Je comprends le désir de Steve Witkoff. C'est un homme intelligent, énergique, qui pense que tout le monde devrait saisir des évidences, selon lui. Il a compris l'essence de ce conflit, à en juger par ses déclarations et son interview avec Tucker Carlson. Mais il surestime largement les élites européennes, qui s'accrochent à Zelensky comme un boulet pour l'empêcher de céder. Et lui-même ne veut pas céder. Il sait que ses jours sont comptés, que son image de héros s'est ternie, sauf auprès des radicaux ultranationalistes. Et ils sont nombreux, des revanchards bandéristes. Les relations entre la Russie et les États-Unis se sont dégradées progressivement, même sous le premier mandat de Trump, jusqu'à atteindre un point bas. Pourquoi Trump change-t-il si radicalement la donne aujourd'hui? Je pense qu'il a acquis une expérience précieuse lors de son premier mandat, surtout sur l'importance d'avoir sa propre équipe. Les relations se sont détériorées parce qu'il était entouré de gens choisis au hasard. Les analystes américains disent qu'il ne s'attendait pas à gagner en 2016, donc il n'était pas prêt. Il a eu des gens qui l'ont trahi. Il a récemment évoqué son vice-président, son secrétaire d'État, son conseiller à la sécurité nationale, qui le critique encore durement aujourd'hui. Trump est un homme déterminé. Après la victoire de Biden, avec des millions de votes de mort ou par courrier selon lui, il a voulu prendre sa revanche, obtenir ce que l'histoire et le peuple américain lui devaient. Il a mené sa campagne différemment, et la rapidité avec laquelle il a fait confirmer son équipe au Sénat montre qu'il la préparait depuis longtemps. Ce sont des gens alignés sur lui, qui parlent franchement des intérêts nationaux américains. À Riyad, avec Yuri Ushakov, nous avons rencontré Marco Rubio et Mike Waltz. Rubio a dit « La politique étrangère de Trump, ce sont les intérêts nationaux américains. » Mais Trump sait que les grandes puissances ont aussi leurs intérêts.
Ils ne coïncident pas toujours. Souvent, ils divergent. Mais quand ils convergent, ne pas en profiter pour des projets mutuellement bénéfiques serait criminel. Économie, énergie, infrastructure, logistique. Et quand ils divergent, les puissances responsables doivent éviter que ces différends dégénèrent en confrontation. Surtout armée. Nous soutenons cela à 100%. Ce sont les principes que nous appliquons avec tous les pays, comme entre les États-Unis et la Chine. Eux ont des différends. Taïwan, mer de Chine méridionale, avec des échanges tendus, mais leur dialogue ne s'arrête jamais. Ce que nous avons vécu sous Biden était une anomalie, indigne d'un politique expérimenté comme lui. Se détourner comme un enfant qui boude, c'est ridicule. Retrouver un dialogue malgré des désaccords sérieux, c'est un retour à la normale, surtout quand on parle d'autre chose que l'Ukraine. Biden a artificiellement mis l'Ukraine au sommet de l'agenda mondial. Des amis me disaient que ça ne méritait pas une telle hystérie. Notre opération militaire spéciale, lancée après 10 ans d'avertissement. Coup d'État, OTAN, on a tout dit, dès 2007 à Munich avec Poutine sur l'impunité de l'Occident, a été surréagi. Aujourd'hui, il y a des différends, mais restaurer l'approvisionnement énergétique de l'Europe, c'est pas juste un intérêt russo-américain. On parle des Nord Stream. Mais ce serait surréaliste que les États-Unis forcent l'Europe à accepter notre gaz. Elle paye des fortunes pour l'énergie, pendant que ses leaders, von der Leyen, Pistorius, crient « jamais les Nord Stream ». Soit ils sont fous, soit suicidaires. On discute aussi de lever les obstacles à des projets économiques mutuellement bénéfiques. Énergie, espace, Arctique. Nous sommes deux puissances arctiques. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Biden nous a entraînés loin dans la dégradation bilatérale. L'équipe de Trump veut rendre cela mutuellement avantageux là où c'est possible. Respectueux là où nous divergeons, et éviter que nos différends entre deux puissances nucléaires deviennent une confrontation. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous ne répéterons pas les erreurs passées. Fais confiance, mais vérifie, comme disait Reagan. Trump l'a rappelé, et nous ne l'oublierons pas. La globalisation s'est effondrée, le dollar est une arme, et ça pousse les pays à chercher des alternatives. Monnaie nationale, plateformes comme BRICS. Ce mouvement est irréversible. Trump est un homme d'action, pas un philosophe. Quand il dit « le Groenland est vital pour notre sécurité », je pense qu'il a compris, après nos discussions, que l'Ukraine est bien plus cruciale pour la sécurité russe que le Groenland pour les États-Unis. Dernière question. Les Américains veulent inclure la Chine dans le SNT3. Est-ce réaliste? C'est à la Chine de décider. Pékin l'a dit clairement. Son arsenal nucléaire est loin de ceux des États-Unis et de la Russie. Quand ils seront comparables, on pourra discuter. Nous travaillons dans la pentarchie nucléaire, réunion à l'ONU, sommet en ligne en janvier 2022, où nous avons repris la formule Gorbatchev-Reagan. Pas de vainqueur dans une guerre nucléaire, elle ne doit jamais être déclenchée. Nous parlons confiance, prévention d'incidents, pas réduction d'arsenaux. Trump, comme Biden avant lui, veut inclure la Chine. Nous disons, c'est à elle de choisir. Nous respecterons sa décision. Mais si on élargit, qui de la France et du Royaume-Uni? Ce sont des alliés de l'OTAN avec les États-Unis, qui nous voient comme la menace principale. Si nous sommes la menace et qu'on nous dit « parlons mais pas eux », c'est malhonnête. Nous voulons restaurer le dialogue russo-américain sur la stabilité stratégique, mais sur les bases du traité SNT. Lien entre armes offensives et défensives, égalité, respect mutuel. Tant que nous sommes doctrinalement des ennemis, parler de stabilité est compliqué. Nous sommes pour des négociations sur tout, même le hockey ou le foot. Les sportifs russes, américains, occidentaux trouvent aberrant ce qui se passe. Exclusion de nos athlètes. Un homme qui se dit femme, sous Trump, reconnaître l'absurdité de ces perversions des valeurs humaines, religieuses, culturelles, morales, pourrait assainir l'Occident. J'espère que cela arrivera. Merci. Merci beaucoup. Спасибо вам большое. Спасибо.